Bonjour tout le monde, c'est la voix de Natacha pour Femme 3.0. Aujourd'hui, je vous invite à parcourir la première partie d'un dossier que je viens d'écrire sur les chemins de guérison des femmes créatrices et des femmes entrepreneuses. Nous aborderons le rapport à notre propre nature et comment lever le voile de la honte. Pendant de très nombreuses années, voire depuis toujours, j'ai toujours été passionnée par des milliards de choses. Au fil de mon parcours professionnel, on me l'a souvent reproché, car j'étais en même temps passionnée de musique, dédiée au spectacle vivant, mais également férue de questionnements, de développement philosophique, personnel, spirituel, tout ce qui était attrait aux sciences humaines. Dans une société qui aime les étiquettes, je n'ai jamais su me définir complètement. Déjà, mon style musical était hybride, multiple, et je n'ai jamais su renoncer à mes passions pour la guérison, le bien-être, la psychologie. C'était inhérent à moi, en fait. Depuis très jeune, c'était source de conflit, car c'est comme si je devais faire un choix dans mon identité. J'attendais la nécessité de se dédier complètement à une seule chose pour se définir, exister, et par voie de conséquence réussir. Aujourd'hui, j'observe de plus en plus de personnes dites multipotentielles, indépendantes, pour qui le cheminement est en même temps riche, passionnant, mais pour qui se définir une identité sur son plan d'action concret de vie professionnelle demeure complexe. Plusieurs axes sont à observer. La question de la légitimité, la reconnaissance identitaire et la réalisation concrète dans la matière de nos projets. Chez la femme, la question de l'identité vient toucher un point essentiel dans son histoire, à savoir l'essence même de sa nature qui a été diabolisée et domestiquée pendant très longtemps. Nous faisons face à un passif encore très douloureux et présent pour tout ce qui touche à la nature même du féminin. Le challenge des femmes entrepreneuses face aux blessures du féminin. Nous sommes dans une époque charnière où émerge l'entrepreneuriat à foison et où de plus en plus de femmes s'engagent dans cette direction. Que ce soit dans la voie du soin, du coaching, de la mise en perspective de leurs talents particuliers, dans l'organisation d'événements, dans la photographie, le blogging, l'écriture, le consulting, le conseil, la création, l'art et bien d'autres sphères. Je suis moi-même femme indépendante et je me confronte à beaucoup d'obstacles. Je réfléchissais aux rouages qui nous poussent à cette quête de liberté et en même temps aux freins qui peuvent faire obstacle à notre épanouissement et notre éclosion dans la voie vers laquelle nous nous sentons poussés à nous réinventer et à nous définir. Le parcours de femmes entrepreneuses aujourd'hui est quasi initiatique pour beaucoup d'entre nous. Il y a tout d'abord cette notion de plonger dans le vide, faire face aux notions de sécurité et d'insécurité, à l'intérieur comme à l'extérieur de soi, qui demandent une sacrée remise en perspective et en question. Puis vient la question de la visibilité dans le monde actuel, où beaucoup de choses passent par les réseaux sociaux, par notre image, notre façon de communiquer. Tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise avec le fait de se montrer, de se faire entendre, d'entendre sa voix, se sentir légitime, à être vu, à être entendu. Il en va de même pour les dirigeantes d'entreprises dans des structures plus importantes. Je parle souvent dans mes articles de la dimension émotionnelle. Les peurs auxquelles nous faisons face quand nous devons mettre en lumière notre travail, notre vérité, et quand nous devons également nous positionner face aux comportements qui viennent à nous. Entreprendre. Dans le simple mot d'entreprendre, nous pouvons entrevoir toute une dynamique qui bien souvent peut se révéler aussi bien excitante, exaltante que terrifiante. J'entends souvent le mot procrastination accompagné par la boule au ventre, le doute, la peur de mal faire. La notion de contraire aussi revient souvent, contrainte, et le prix de la liberté que peut nous amener la notion d'entrepreneuriat. Ces notions viennent se heurter à nos insécurités, nos peurs de ne pas être à la hauteur, et l'idée que peut-être nous ne saurons pas atteindre nos objectifs, ni assurer notre propre sécurité, financière comme émotionnelle. Il est aussi question de la conscience de notre valeur personnelle, la valeur et l'autorisation que nous nous accordons. Celle-ci impactera directement la valeur et l'autorisation que nous validerons en face de nous. Dans un sens positif comme négatif de cette échelle de valeur dépendra l'équilibre de nos actions, de notre façon de donner
et de recevoir. Entreprendre demande du courage, à savoir même « si j'ai peur, j'y vais quand même ». Je récite l'idée de Maria Rilke qui disait à son jeune poète que si la première chose à laquelle il pense en se levant le matin c'est d'écrire, alors il est poète. L'idée d'entreprendre et de dépasser nos peurs, de trouver l'énergie de dépasser toute forme d'obstacle interne ou externe, vient de cette envie profonde et viscérale d'incarner ce qui nous habite. Oui, mais une fois que l'on a dit ça, viennent se rajouter des choses que l'on ne sait comment appréhender, notamment les questions de la visibilité, de la légitimité, qui sont intimement reliées. La visibilité et le rapport à sa propre féminité. Quand nous nous engageons dans une voie d'indépendance professionnelle, nous amorçons une démarche identitaire qui nous demande de reconnaître, réunir en nous nos forces, pour constamment nous dépasser. En tant que femme, c'est très challengeant, car comme je l'évoquais dans le dernier numéro, il y a moins d'une centaine d'années, nous devions encore demander l'autorisation à un père ou à un mari pour avoir l'autorisation de travailler et avoir un compte bancaire. L'appropriation de cette autorisation nous impacte encore beaucoup sur un plan collectif, même si l'on ne s'en rend pas forcément compte. Alors le lien à la féminité, me direz-vous. J'aimerais revenir sur les fondamentaux de notre histoire collective et les blocages que nous vivons encore dans toute notre dimension de femme. La puissance féminine. Il me semble évident que lorsque l'on s'engage dans un projet de quelque nature qu'il soit, nous avons besoin de confiance en nous et de toutes les ressources dont nous disposons pour le mener à bien. Quand nous devenons entrepreneuses, nous avons donc besoin de connecter avec notre puissance féminine, même si nous devons engager une puissance d'action. Quand je parle de puissance féminine, c'est une énergie que nous portons toutes et tous, hommes et femmes, mais qui a été réprimée, condamnée et bafouée dans nos sociétés pendant des centaines d'années. Or, comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Je ne reviendrai pas sur la notion d'identité, ni de conditionnement aujourd'hui, car je vous mettrai en lien un de mes articles qui parle de ce sujet. Je voudrais aujourd'hui parler du voile de la honte, qui marque encore la nature des femmes et qui les pousse à se cacher ou réprimer leur élan de vie et leur puissance féminine dont elles ont pourtant tant besoin et encore davantage dans une démarche de création et d'entrepreneuriat. Le lien entre l'énergie féminine et l'état sensuel. Ce qui caractérise l'état d'énergie féminine et l'émergence de sa puissance, c'est l'état sensuel. Je ne parle pas d'érotisme ou de séduction, mais de l'état de connexion au corps et à ses 5 sens. Cet état auquel on accède par la détente et qui nous permet d'accéder à une forme de plénitude et de confiance, nous connectant à notre propre sécurité intérieure et toutes nos ressources profondes et créatives. La peur du regard et du jugement des autres. Ce qui revient le plus souvent dans mes accompagnements, comme dans les témoignages de femmes que je récolte, c'est cette peur du regard et du jugement des autres. Que ce soit pour les femmes dirigeantes d'entreprise qui me disent qu'elles ont peur de se positionner car elles appréhendent le rejet, ou les femmes entrepreneuses qui ont peur de trop s'exposer mais ne savent pas vraiment dire l'origine de cette angoisse. Dans les deux cas, il y a un malaise. Que ce soit pour se positionner ou pour s'exposer tel que l'on est. Tout en se sentant contrainte de devoir faire quelque chose, mais en n'arrivant pas à savoir comment agir de façon appropriée, car rien ne semble complètement naturel dans tout cela. Notamment dans l'art de maîtriser, de faire des vidéos en ligne, ou d'être pris en photo, ou de prendre la parole en public. La notion et le terme qui reviennent sans cesse, c'est le sentiment de honte. Pour cette édition, j'ai eu le privilège de réaliser le portrait de la photographe Fanny Radz, qui a développé le soin par l'image, notamment, et elle me confiait que dans son propre cheminement interne qu'elle a fait, en cartographiant toutes les émotions dominantes sur le fil de sa vie, celle qui revenait le plus de façon écrasante était la honte. Et cela fait malheureusement un grand écho en moi, et je sais que cela concerne bon nombre de femmes que j'accompagne, ou de mes amis, ou de témoignages que j'entends tous les jours. Donc qu'est-ce que la honte ? Et pourquoi tant de femmes la ressentent ? La définition de la honte est le sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. Je reprends une définition du dictionnaire. Je reprendrai également les mots de la coach Chloé Bloom.
qui explique très bien que la honte est le voile qui a été posé pendant très longtemps sur toutes les blessures subies par les femmes. C'est cette honte qui nous freine, qui nous empêche d'aller les voir, les connecter et recevoir leur trésor, si je puis dire. Notre corps et nos sens sont une source de puissance infinie. Or, pendant très longtemps, il a été condamné, rejeté, diabolisé, dénoncé, brûlé. Il y a encore énormément d'injonctions autour de la beauté, voire son interdiction. Je cite Chloé Bloom qui rappelle « Elle a la beauté du diable », qui veut absolument tout dire, comme elle dit, qui signifie vraiment que la beauté d'une femme, c'est être une tentatrice et que c'est la tentation, donc c'est le mal. Nous sommes encore toutes empreintes de cette peur d'être trop ou pas assez belle, pas assez mince, ou trop grande, trop grosse, trop bavarde, pas assez extravertie, ou alors too much, trop vieille, pas assez ceci ou pas assez cela, quels que soient les contextes. À savoir même qu'à une époque terrible, la beauté d'une femme pouvait susciter le bûcher, car considérée comme tentatrice et même dénoncée et diabolisée par les autres femmes. Les normes de pudeur et ces décennies de terreur face à la sensualité ont induit une honte telle qu'il est complexe encore maintenant de se révéler complètement soi-même dans toute sa dimension de femme sans avoir honte d'être ce que l'on est. Sans avoir peur d'être rejeté, banni, jugé, que ce soit par les hommes ou les autres femmes, sans avoir peur également d'être une proie, étiquetée ou une rebelle marginalisée. Donc c'est dire si nous sommes encore loin de la liberté tant aspirée et du sentiment de sécurité intérieure dont nous avons besoin pour éclore et devenir une femme libre, authentique et épanouie. Il est d'ailleurs intéressant d'observer notre propre façon de juger les autres femmes et cela nous donnera un puissant indicateur sur ce que nous nous autorisons à être ou à ne surtout pas être, mais que secrètement peut-être nous rêvons d'incarner. La question de la visibilité. Tout ça pour vous expliquer combien les leviers d'une visibilité assumée dans un métier d'entrepreneuriat au féminin peut parfois être plus complexe qu'il n'y paraît, surtout quand l'on aspire à vivre dans sa vérité et sa pleine puissance de femme. À force de nous suradapter à ce voile de la honte transmis de génération en génération, nous cherchons à coller à des modèles plus ou moins acceptables, mais qui ne sont pas nous. Nous portons en nous des tas de jugements sur nous-mêmes, sur les autres, qui entravent notre rapport au monde, nos perceptions et par voie de conséquence, notre capacité à ressentir profondément ce qui se joue en nous. Quand nous sommes constamment en train d'avoir peur d'être qui nous sommes, que même inconsciemment nous recherchons une validation externe que ce que nous incarnons est acceptable, ou si nous nous fuyons par peur, nous ne pouvons prendre des décisions parfaitement alignées avec ce que nous voulons profondément et incarner en entrepreneuriat et des projets avec joie, force et authenticité. Je cite Chloé Bloom. « On a très souvent été objectivés dans notre histoire. On a souvent été réduite à notre apparence physique dans notre société. C'est encore le cas aujourd'hui. On a beaucoup été sexualisés. Oui, les choses changent, elles mettent aussi du temps à changer. Et je crois qu'une manière de faire bouger les choses et de les changer, c'est aussi de normaliser la sensualité et notre puissance féminine, c'est-à-dire de l'éveiller en soi, de l'incarner, de la libérer, de la déployer, de l'exprimer sans en faire tout un plat. On n'a même pas besoin forcément de la revendiquer en fait. Je crois que déjà on change les choses en assumant, tout simplement en assumant, en arrêtant de s'excuser. C'est déjà faire bouger les choses. Et je trouve ça hyper inspirant et c'est aussi un petit pas pour commencer à faire bouger les choses. La notion de sensualité est le lien à la nature. Alors quand j'aborde la sensualité, je le rappelle, je ne parle pas de sexualité. La sensualité est réellement tout ce qui est attrait au sens et à la capacité d'habiter et ressentir par son corps. C'est par essence ce qui caractérise la nature féminine. Dans son état naturel, le corps féminin crée une vie et est traversé par des cycles à la différence du corps masculin qui se verra plus linéaire sur un plan hormonal. Cet état de sens lui confère une façon d'appréhender le monde et la vie différemment. Notre histoire nous a complètement coupés de cette dimension de l'être qui est pourtant la source de la créativité pure et de la puissance au féminin, sachant que cette dimension est présente chez un homme comme chez une femme dans son énergie, mais potentiellement et pleinement incarnée par le corps de la femme. J'ai donc invité Lise Marfil qui témoigne de son expérience des bains de forêt, de sa démarche créatrice. Elle exprime très bien comment le rapport à la nature nous reconnecte au fait de sentir, à la réceptivité et donc à une forme totale de sensualité inhérente à la vie et à la nature.
Nous ne pouvons accéder à cet état des sens en état de stress. L'état de connexion à tous nos sens et notre potentiel créatif ne peut avoir lieu qu'en état parasympathique, à savoir de détente. Or, notre état sympathique cérébral, lui, est basé sur la survie, la fuite et le combat, générant énormément de stress et de cortisol. Donc, combattre en nous-mêmes les fantômes du passé et de la honte de ce que nous sommes n'est-il pas un obstacle majeur dans une vie de femme créatrice et de surcroît entrepreneuse ? Héritage, violence et transmission. Nous sommes porteuses et porteurs de nos lignées, de nos mécanismes, et nous portons en nous l'essence même de la métamorphose pour guérir, cicatriser et créer de nouvelles voies. Je crois que ce n'est pas par hasard qu'autant de femmes prennent les rênes de leur entreprise et de leur vie par cette conscience, car cette conscience est en marche. Toutefois, l'un des obstacles majeurs auxquels nous sommes encore confrontés collectivement, c'est cette violence faite aux femmes depuis très longtemps et encore aujourd'hui. Cette réalité est engrammée dans nos gènes et notre biologie. La mémoire cellulaire et du système amygdalien se transmet génétiquement sur 17 générations pour un seul individu. Donc imaginez collectivement l'impact du travail. Il devient alors facile à comprendre que se rendre visible aux yeux du monde en tant que femme nous place en état de stress et de tension permanente, ce fameux état sympathique. Même si je suis plutôt fervente d'arrêter de ressasser le passé, il me semble pourtant fondamental de conscientiser les mécanismes en œuvre encore dans notre présent. Tout notre rapport au corps et à l'image de soi est impacté. Encore hier, lors d'une séance d'une femme dirigeante d'entreprise que j'accompagne depuis plus de 2 ans et avec qui nous travaillons très concrètement sur la visibilité et comment développer un marketing digital, en creusant tous les aspects émotionnels qui la bloquent, nous avons déterré en elle un souvenir d'abus sexuels subi à l'âge de 20 ans par un médecin. Cette femme a aujourd'hui 50 ans et n'avait aucun souvenir car sa mémoire s'était dissociée. C'est ce qui se passe très souvent. Notre cerveau met en place un mécanisme de déni pour nous protéger émotionnellement. Ce qui est embêtant à long terme, c'est que ces mémoires restent encore actives en nous et nous mettent en état de vigilance permanente, de stress, et nous bloquent. Cela crée des drivers internes de protection qui nous feront naturellement contourner tout ce qui est potentiellement un danger. Or, quand nous cherchons à accéder à plus de visibilité pour le cerveau, c'est naturellement un système d'alarme qui se met en place, car c'est pour lui, par essence, dangereux d'être visible, dangereux d'être exposé. Il faut aussi considérer que nous sommes porteuses et porteurs en nous des violences subies et infligées dans nos lignées. Le mois prochain, j'aborderai plus en détail les violences sexuelles et vous apporterai le portrait de 3 femmes qui œuvrent à leur guérison au quotidien. Nous aborderons la victimologie ainsi que le système des constellations familiales et j'aimerais vous parler également du massage tantrique comme voie de guérison pour le corps. Car aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence d'apprendre à dépasser ces fléaux, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous. Le voile de la honte, que je ne nommais plus haut, est le double prix à payer de ces blessures si profondes. Nombre d'entre nous, hommes ou femmes d'ailleurs, se débattent avec ces carcans sans savoir où aller, vers qui se diriger. Si vous vous sentez concerné, déjà, il est très important de rappeler que toute forme d'accompagnement porte en elle une déontologie qui est censée encadrer et protéger ses patients. Lorsque nous avons un passif de victime, ou que nous sommes porteurs de ces mémoires-là, il faut considérer que ce qui est de l'ordre de notre instinct et de notre boussole intérieure est complètement déréglé. Il peut cohabiter en soi 2 états internes. La personne concernée est dans une hypervigilance qui amène à la surprotection, au renfermement, blocage, et en même temps l'état de sidération, déni, dont je parlais plus haut, qui peut refaire surface très régulièrement. À savoir que nous n'allons pas forcément sentir ou voir les situations qui ne sont pas justes, qui peuvent se révéler abusives émotionnellement ou physiquement. C'est pourquoi lever le voile sur cette réalité est si importante. Car quelles que soient nos vies, nous avons besoin d'être reconnectés à notre corps, notre instinct, notre intuition. Car c'est le corps qui nous alerte. La sidération ou dissociation nous coupe de la conscience de notre corps et de notre état sensuel. Et c'est précisément avec la conscience de notre corps et notre capacité à ressentir à travers lui que nous pouvons capter les messages de notre environnement.
En quoi cela va impacter notre entreprise ? Cela semble assez évident que lorsque nous nous engageons dans une voie d'entrepreneuriat ou de création, cela demande d'être particulièrement à l'écoute de nos ressentis et d'être en capacité de mobiliser toutes nos ressources pour passer à l'action de façon régulière et constructive. Un corps et un cerveau qui fonctionnent sur du stress en permanence va tout droit au burn-out, d'une part, ou à un état d'esprit déconnecté de sa conscience corporelle va nécessairement remettre en route des pilotes automatiques d'empêchement et d'autosabotage. Alors bien sûr, cela paraît dramatique dit comme ça, mais franchement, je crois que nous avons une telle force en nous que pour nous, tout est possible. Le pouvoir de la conscience seul est incroyable, surtout si nous sommes bien accompagnés. Le lien avec la dimension multipotentielle et le burn-out. Très souvent, les profils indépendantes et indépendants ont en eux une cartographie cérébrale arborescente. Notre société commence seulement à reconnaître les personnes multipotentielles et la pensée arborescente. C'est l'une des spécificités d'ailleurs du cerveau féminin. Comme nous n'avons pas encore un système éducatif qui reconnaît pleinement ce mode de fonctionnement, nombre d'enfants se sont sentis dépassés dans le système scolaire et ont considéré leur dimension neuro-atypique comme étant signe d'un manque d'intelligence, nourrissant un profond manque de confiance en soi et en leurs capacités. Les choses sont en train de changer et fort heureusement. C'est pourquoi bon nombre d'entre nous cherchons à coller un moule à une façon de fonctionner à l'extérieur de nous qui ne nous correspond pas. Les cerveaux hyperficients, par exemple, sont des cerveaux qui réfléchissent tout le temps, qui ont des idées à la seconde et qui ne se reposent jamais. C'est très difficile pour ces cerveaux de passer du mode sympathique, donc le mode actif stress, au mode parasympathique, qui lui est reposé sur un mode de détente et de repos. Cela rend la production de mélatonine complexe pour ces cerveaux, voire inexistante, et donc induit des troubles du sommeil majeurs et une vulnérabilité face au stress et une exposition beaucoup plus forte. Lors de mon master, David Lefrançois nous expliquait qu'il y a aussi une évolution du cerveau dans nos sociétés. Si le phénomène TDAH explose, c'est aussi parce que la structure même du cerveau change et développe une nouvelle sensibilité, une nouvelle façon d'appréhender le monde et les sens. Ça se passe sur un plan organique. C'est pourquoi tant d'enfants sont concernés aujourd'hui. Nous sommes là face à un principe même de l'évolution. Pour en revenir à la dimension multipotentielle, notamment chez les femmes, pour celles qui n'ont pas reconnu en elles cette spécificité, c'est souvent une source de conflit interne, comme j'en parlais au tout début de l'article, avec un sentiment de honte de se sentir toujours différente, en décalage. Un être multipotentiel par nature est hypersensible et hyper créatif. Il a beaucoup de mal à mettre de l'énergie dans ce qui ne l'intéresse pas et a besoin de beaucoup de temps de repos après des phases d'hypercréativité ou de surstimulation sensorielle. Or, le repos est une notion taboue chez toute personne dirigeante de sa propre entreprise. Car accepter de prendre du repos demande déjà de ressentir son corps pleinement, ses besoins, puis de s'autoriser à se dire que l'on fait de son mieux, que l'on a le droit, le devoir envers soi et sa santé, de s'accorder des temps de vie, de pause, de souffle et de plaisir, et de répondre à ses besoins. Mais les cerveaux hyperficients ont tendance à aller au bout de leurs ressources et le cerveau continue à tourner en culpabilité, même quand ils tombent malades d'épuisement. Ils grillent tous leurs neurotransmetteurs. Il y a là tout un apprentissage, un déconditionnement à entrevoir pour assimiler ses propres fonctionnements et prendre du recul sur l'identification que nous faisons entre nous et notre entreprise. Pour conclure, vous pourrez observer la nature arborescente de ce dossier, de cet article, et comment en tirant sur un fil, nous allons trouver une pelote de laine emmêlée à plein d'autres pelotes de laine. Tout est relié, et le chemin vers soi est le seul fil à retrouver au cœur de toutes ces informations. Nous avons des trames collectives, communes, mais chacune porte en elle son chemin qui lui est propre, son fonctionnement, son vécu qui lui correspond. Je crois que la clé est de comprendre que nous détenons en nous notre propre mode d'emploi, que l'étape de dépasser la validation par l'extérieur sert avant tout et surtout à nous permettre de mieux nous connaître, nous appréhender et nous comprendre dans nos mécanismes profonds.
Cette compréhension nous permettra d'accéder à la légitimité de faire les choses à notre manière, à notre rythme. Nous rappelons que la vie est bien plus grande et bien plus riche que l'enjeu d'une réussite aux yeux des autres. Que s'il est de l'ordre de la survie de sortir d'une forme de précarité, il est aussi fondamental de se rappeler que de tout ce que l'on a déjà. Que nous ne sommes pas là pour acheter notre liberté une énième fois. Nous ne sommes pas là pour prouver au monde que nous avons de la valeur. Nous ne sommes pas là pour nous excuser d'exister et avoir de l'ambition. Nous sommes là pour vivre au mieux de tout ce que la vie nous présente, pour découvrir le tendre amour de se rencontrer soi-même, pour renouer avec l'émerveillement face à l'éphémère. Tout passe très vite, la vie file, le temps file, et nous avec. Se reconnaître soi et devenir sa propre gardienne, son propre gardien, nous demande de prendre ce temps pour soi. Même dans son inconfort, ce temps-là, pour nous, existe pour nous délivrer ces trésors. Voilà. Je voudrais vous remercier si vous êtes arrivé au bout de ce podcast. Je vous invite à le retrouver avec les portraits de femmes de Lise Marfil et de Fanny Ratz dans la prochaine édition du mois de mai de Femmes 3.0. Un clin d'œil à Jopi, qui est le directeur de ce magazine. Merci pour votre confiance, merci pour vos retours. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos témoignages, vos commentaires. Je me ferai toujours un plaisir en fait de répondre en écrivant, en vous repostant des podcasts, des liens, des ressources. Car voilà, le but est vraiment de partager et de grandir ensemble. Je vous souhaite une très 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 belle journée ou soirée et un très beau mois de mai. À très bientôt, c'était Natacha, la voix de Natacha pour Femmes 3.0.